d'appel dédié à la satisfaction client. Et quand on vous appelle après votre travail, après que le travail ait été fait sur votre pare-brise, l'opératrice ou l'opérateur du centre d'appel vous dit « Alors madame, alors monsieur, il était comment le waouh ?» Oui, et si vous faites « Waouh !» Bim ! C'est pas bon ça. Vous faites « Waouh !» Ah là, le gars, il va avoir des points quoi, hein, vous voyez, oui. Bon, en vrai, entre vous et moi, quand vous avez un problème sur votre pare-brise, vous appelez vraiment Carglass ? Je suis en train de voiture. Vous changez de voiture. Bon, en même temps, oui, si vous avez une manière, vous avez raison, on va pas s'emmerder non plus. Hein. On fait quoi ? C'est l'assurance. On va au garage. En général, on appelle l'assurance pour savoir ce à quoi on a droit et tout ça. 70% des gens appellent l'assurance et seulement 30% vont directement chez Carglass ou chez les équivalents. Donc vous croyez que vraiment ils vont s'en... Pardon ? Ah oui, mais c'est les 30% qui font ça, voilà. Et parce que vous pensez que du coup pour ces 30% de gens qui vont directement chez Carglass, ils vont s'emmerder à faire des enquêtes de satisfaction client, centre d'appel et tout ça, ils sont de votre satisfaction ou pas. Non, ça a une seule vocation. Mettre les agents en concurrence les uns vis-à-vis des autres. Mon pote Francis se dit toujours, l'évaluation est la plus perfectionnée et le plus perfectionné des outils de domination. Car il allie deux choses, la peur du déclassement, du licenciement, cette fameuse stratégie des Bleus, et la servitude volontaire. Alors là, la servitude volontaire, je m'appuie sur une analyse d'une psychanalyste qui s'appelle Bénédicte Vidaillé, qui elle-même s'appuie sur l'approche de Jacques Lacan, du psychanalyste Jacques Lacan, qui expliquait que on a tous envie, tous besoin d'être dans le désir de l'autre, d'être désiré par l'autre, désirer l'autre, etc., d'être dans son désir. Et donc, cette psychanalyste, Bénédicte Vidaillé, nous dit, on laisse en fait au système d'évaluation le soin de nous définir, de mesurer le désir de l'autre pour ne pas assumer précisément la responsabilité de son éventuel manque de désir. Elle termine, ainsi le fantasme d'être celui qui fait jouir, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme, le fantasme d'être celui qui fait jouir l'autre est-il à la source de la demande d'évaluation? Je vous laisse réfléchir, écoutez, c'est la mi-temps, c'est la pause des citrons au rugby. Donc j'ai pensé à vous pour la pause des citrons. Je vous ai préparé. Voilà, vous faites passer à vos petits camarades, vous en foutez pas partout quand même, on va pas faire n'importe quoi. Allez-y, faites passer derrière, vous en prenez un petit coup. Hein. Ça me permet moi de boire un petit peu. Vous avez des petites feuilles de soupe là, si jamais. On vous a rien donné, madame. Oh, quand même, ils n'ont pas été gentils avec vous, hein, vos petits camarades. Désolé, j'en avais que 4, feuilles de papier. Faites passer derrière. Hein. C'est important, il faut prendre des vitamines C. Le match n'est pas terminé, il reste encore une mi-temps. Ça va, vous respirez, vous résistez, vous n'en avez pas trop marre. Hop, attendez, j'ai oublié celui-là. Évaluation. Hein. Évaluation, c'est un sacré outil, ça aussi. Vous n'avez pas quelque chose à dire entre... Non, là, c'est bon, on a tout dit. Bien, alors, je vais reprendre et continuer. Allez-y, faites comme chez vous, on ne va pas s'emmerder non plus. Oui. C'est la deuxième mi-temps. C'est la deuxième mi-temps, alors pardon, il y a un petit son. Voilà. C'est la deuxième mi-temps et les rouges récupèrent le ballon. Et là, c'est demi-ouverture. En demi-ouverture, il fait des crochets, il essaye d'avancer comme ça, mais il se heurte à la défense adverse. Et puis à un moment donné, il fait un avant, vous savez, au rugby, quand on fait le ballon, on tombe le ballon en avant, c'est une faute. Et il siffle, merci, tu peux arrêter. Voilà. En 1962, c'est le procès du nazi Eichmann.
1962. Eichmann, c'était un de ceux qui a participé le plus activement à la solution finale. Il s'occupait notamment de référencer les juifs qui avaient terminé en camp d'extermination. Et Hannah Arendt est présente, la philosophe Hannah Arendt est présente à son procès à Jérusalem, et elle a en tiré un ouvrage qui s'appelle Eichmann à Jérusalem. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est qu'elle décrit le personnage d'Eichmann comme étant un type qui n'est pas particulièrement antisémite. D'ailleurs, avant la guerre, il avait participé à des tables rondes pour créer un État pour les Juifs. Vous voyez, c'est pas un antisémite, a priori. Mais donc, elle va faire la description d'un type qui, en n'étant pas antisémite, va appliquer parfaitement à la règle tout ce qu'on vient de faire. Ça va être un fonctionnaire zélé, le plus zélé possible. Et elle va en tirer un concept qui, de mon point de vue, est un concept central pour la question du travail, qui est le concept de la banalité du mal. Et je le mets au milieu de cette conf justement parce que je pense que c'est un des concepts principaux qui nous amène à réfléchir les situations de souffrance au travail, la question de la banalité du mal. Alors pour Hannah Arendt, la question du mal, l'acception qu'il faut entendre, ça n'est pas une acception religieuse, avec Dieu et Satan, le bien et le mal, pas du tout, on n'est pas là-dedans. On n'est pas non plus sur l'idée que l'homme serait soit mauvais, soit bon, on n'est pas là-dedans. Je vais vous lire juste une phrase d'Hannah Arendt, tirée de cet ouvrage. Elle écrit ceci. Eichmann n'était pas stupide. C'est la pure absence de pensée, ce qui n'est pas du tout la même chose que la stupidité, qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque. Et si cela est banal, si, avec la meilleure volonté du monde, on ne parvient pas à découvrir en Eichmann la moindre profondeur diabolique ou démoniaque, on ne dit pas pour autant, loin de là, que cela est ordinaire. Dans son dernier livre, qui s'appelle La vie de l'esprit, elle ajoutait « Le problème du bien et du mal, la faculté de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, serait-il en rapport avec notre faculté de penser ?» Quand j'étais prof, moi aussi j'ai été évalué. Alors, pour les profs, on appelle ça une inspection. Et il y a deux notes. On est noté, soit une note, il y a une note administrative et une note pédagogique. Alors, la note administrative, c'est tous les ans, mais c'est en général le chef d'établissement qui vous la donne, selon des critères extrêmement précis. C'est l'assiduité, la ponctualité, l'efficacité. C'est super précis, l'efficacité quand on est prof. Ouais. Vous savez comment on mesure l'efficacité d'un prof? Moi non plus. Et puis alors il y a surtout un critère que j'aime beaucoup, j'ai jamais bien compris, et vous allez peut-être m'aider, c'est vraiment un critère, pour noter un prof, le rayonnement. Comment on note le rayonnement? Mais voilà, on était noté au rayonnement aussi, je crois que ça existe encore, je sais pas, il va changer de truc, mais pour l'instant, rayonnement, c'est un vrai critère pour noter. Bon, bref. Et puis ensuite, il y a la note pédagogique. Et là, c'est un inspecteur pédagogique qui arrive. Il vous a prévenu quelques jours avant, dans le meilleur des cas. Et il arrive avec son petit costard, sa petite cravate, son petit attaché case. Il vous salue du bout des doigts. Et puis, il va s'installer au fond de la classe. Et là, les profs, en général, font le cours de l'inspecteur. Oui, il faut juste un cours pour l'inspecteur, et puis il faut après, c'est fini, ils arrêtent, ils font des vrais cours, quand ils sont face aux élèves. Et donc, en général, ce jour-là, les élèves ils disent « Ouais, monsieur, on va vachement bien participer, on va être super sage. » Putain, vous allez être chiant alors. C'est parce que les élèves, en général, ils sont sympas, ils essayent de faire bien, parce qu'ils savent que l'inspecteur, il est là pour ouh là là, tout ça. Alors, bon, moi, ça s'est mal passé. Non, j'ai eu -7 en ma note. Alors, il y a des profs parmi vous là? Non? Il n'y en a pas? Bon, alors vous ne connaissez pas. Parce que si vous voulez,
moins quelque chose, ça n'existe quasiment pas. Non, non, c'est vrai. Moins 1, même, c'est quasiment impossible d'avoir moins 1. Mais alors, moins 7, à part, je sais pas, moi j'avais appelé la CGT à Paris, parce qu'à Toulouse, ils m'avaient dit, mais alors là, c'est pas possible. Si. Donc, du coup, j'ai appelé les instances là-haut, quoi, à Paris. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Je dis, non, je te jure, j'ai pas assassiné un élève, quoi, j'ai même pas torturé, rien. Et non, moi, c'est en fait, il faut que je vous fasse la confidence, j'étais super mauvais en TIC. En TIC. Les nouvelles technologies d'information et de la communication. Vous savez, les téléphones portables, des fois dans les boîtes, ils vous donnent un téléphone portable, comme ça, ils savent tout le temps où vous êtes. Vous êtes géolocalisé, c'est vachement bien. Ou d'autres, on vous file un ordinateur portable. Comme ça, quand vous êtes salarié, vous pouvez faire vos devoirs le soir quand vous rentrez à la maison. C'est vachement bien, au week-end. Hein, vous vous occupez de vos gosses. Ah oui, c'est ça les pics. Alors, il y a aussi les mails. Vous savez, les mails. Vous rentrez à la maison, là, c'est une journée de boulot fatigante, et là, vous ouvrez l'ordinateur et... Wow, prioritaire, urgent, TTU. Très, très urgent. Et alors moi, comme j'étais pas bon dans ces trucs-là, j'étais 15 ans prof, et pendant 15 ans, j'ai jamais ouvert ma boîte mail académique. Alors il me disait, mais... j'ai pas fait la formation ouverture de boîte mail académique. Mais non, mais... Et dans ma fiche de poste, il y a écrit enseignant. Donc enseignant, t'enseignes quoi, à des élèves. Il n'y a pas écrit que je dois ouvrir des boîtes mail académiques. Ouais. Alors bon, ah oui, c'est vrai, il paraît qu'une fois même j'ai bloqué le serveur académique, un peu le truc, parce que j'ai jamais ouvert. Comme j'avais jamais ouvert, donc ils ont ouvert pour moi. Oh, tout ça. On a bloqué le bordel, quoi, tu vois. Et alors donc du coup, qu'est-ce qui se passait quand le proviseur avait une information importante à transmettre, ben, il faisait un truc de fou, quoi. Tu vois, le proviseur était à son bureau, comme ça, il faisait un truc mais dingue, quoi. Et il mettait en mouvement ses membres inférieurs. Pour venir à la salle des profs, là où je me trouvais, quoi, avec mes collègues et tout ça. Et là, il pouvait, les yeux dans les yeux, haleine contre haleine, me dire, me donner l'information selon laquelle il y avait jeudi une réunion super importante à laquelle je n'irais pas, puisque les jeudis et les vendredis, j'étais détaché à l'IFM pour donner cours à des futurs profs pour préparer des coiffeurs à devenir prof de coiffure pour le concours. Donc, ouais, je trouvais que c'était plus important d'aider ces gens-là à essayer d'avoir le concours plutôt que d'aller aux réunions, certes super intéressantes, hein, du proviseur. Donc du coup, j'étais pas bien vu. Et donc j'ai eu droit à cet inspecteur qui m'a fait -7 et surtout il m'a fait un rapport. Oh. Ah ben oui. Parce que quand on enlève des points, on fait un rapport. C'est pour ça qu'ils n'enlèvent pas de points, c'est tout le monde de bosser, quoi. Vous voyez, les inspecteurs, souvent, c'est... Il n'y a pas d'inspecteurs parmi vous? En général, c'est ceux qui ont la trouille des élèves, quoi, qui se sont vite échappés des élèves pour dire ce qu'il faut faire ceux qui sont au front, quoi. Hein. Ah oui, parce que c'est un métier difficile, enfin. Ah non, mais je vous jure, hein. Il y a les vacances scolaires, vous pensez qu'il n'y a que les vacances scolaires quand on est prof? Non, il y a 30 moments en face d'abord, avant d'avoir les vacances scolaires. Et donc, il fallait qu'il justifie. Donc en substance, il expliquait dans son rapport que ce que je faisais, ça servait à rien, quoi. C'était inutile. Que, en gros, c'était pas un boulot de professionnel. Que, oui, on s'assoit pas comme ça sur les tables, on met pas la main, on n'est pas sur l'épaule des élèves, on n'est pas familier avec eux comme vous l'êtes, monsieur Abramowski. Et puis d'abord, vous n'êtes qu'un agent d'exécution de l'État, donc vous devez faire ce qu'on vous dit de faire. Pour ça, il avait sorti le truc comme ça, que j'étais un agent. Enfin, en réunion, une fois, à laquelle j'avais assisté, celle-là, il avait expliqué qu'on était tous les profs des agents d'exécution de l'État. Alors moi, j'avais levé le doigt pour lui faire plaisir.
Non, parce que ça fait plaisir, comme ça il a l'impression d'avoir des élèves en face, bon, ça lui rappelle sa jeunesse. Donc j'avais levé le doigt, je lui ai dit, excusez-moi monsieur, mais quand vous parlez des agents d'exécution de l'État, vous voulez parler de ces agents d'exécution de l'État qui, le 16 et 17 juillet 1942, on sont allés chercher tous ces juifs pour les amener au Veldiv. Ah oui, c'est des agents d'exécution de l'État. Eh ben, c'est vrai que rétrospectivement, je me rends compte que il s'est passé un truc ce jour-là. Et que, voilà, on a pu être tellement copains. Hein. On n'était pas avant non plus, mais là, vraiment, encore moins. Et donc, dans son rapport, il me dit aussi, il dit en substance que le travail que je fais est un travail de merde. En gros, ça dit ça, il ne le dit pas comme ça, parce qu'il parle bien, monsieur. Mais ça veut dire ça. Et là, ça m'a bouleversé, ça m'a démonté. Et ça m'a vraiment démonté, quoi. Je comprends des collègues qui tombent en dépression, parce que quand on reçoit un rapport comme ça, mais on se le prend pour soi, quoi. Parce qu'en réalité, dans le travail, et ça je tiens ça de Christophe Dejour, avec qui j'avais suivi des cours quand j'étais au CNAM à Paris, et dans un cours, je me souviens, j'avais noté cette phrase-là, il a dit, dans le travail, on a tous besoin de reconnaissance. Tous besoin de reconnaissance, on a besoin de s'entendre dire. Le travail que vous faites est utile. C'est un travail de professionnel et ça vous ressemble. Mais le « et ça vous ressemble » est l'élément central en réalité. Parce que comme chacun d'entre nous, dans le travail, on y met du sens. On cherche à y mettre du sens. On construit notre identité dans le travail. Tous les jours. Notre identité, vous savez, on la construit en permanence. Et l'identité, c'est l'élément de base de la santé mentale, c'est le socle de la santé mentale. Là, il est en train de me casser complètement, de briser tout ce qui faisait sens dans mon travail, les raisons pour lesquelles je faisais ce boulot, etc. Il me disait que j'étais une merde, quoi. En quelques mots, c'était ça. C'était moi, la merde. Christophe Dejour, qui est donc psychiatre, psychanalyste, spécialiste de la souffrance au travail, ce que je raconte est beaucoup inspiré de ce qu'il a écrit. Hein. Il explique que Eichmann était un normopathe. Alors, un normopathe, il dit que ça veut dire quelqu'un comme vous et moi, presque, qui dans son environnement proche a un vrai sens moral. Hein, il est peut-être un très bon camarade dans son environnement proche. Mais dans son environnement distant, éloigné, il adopte une froide rationalité, un cynisme à toute épreuve qui lui permet de justifier le mal, la banalité du mal. Et donc je me suis demandé, mais mon inspecteur, il est où là-dedans? Et puis Dejour, il explique que, en réalité, on est dans un processus, lui il parle de banalisation du mal. Et il utilise l'approche d'Hannah Arendt dans son analyse, Christophe Dejour. Il parle d'un processus de banalisation du mal dont l'objectif est de nous faire croire, de nous persuader, il parle de distorsion de communication, de nous persuader que les choses sont comme ça et pas autrement. La productivité, il faut être toujours productif, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut être compétitif par rapport à nos voisins allemands qui sont tellement plus que nous. Hein. Et puis le coût du travail, c'est quoi ça le coût du travail? Et puis les plus fragiles, il faut les éliminer parce qu'on est en guerre économique et donc les plus fragiles, il faut les dégager. Margaret Thatcher, dans les années 80, elle disait « There is no alternative ». C'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, ce processus de banalisation du mal dans le travail, qu'est-ce qu'il génère? Il génère de l'individualisation. Hein, comme depuis une trentaine d'années, tous les collectifs de travail sont mis à rude épreuve, ils sont démolis progressivement par des systèmes de management savamment pensés quand même, hein, qui individualisent tout, les primes, qui individualisent la formation. Hein, vous allez avoir maintenant vos 500 balles par an, ouais, super, c'est individuel, on ne réfléchit plus au projet de formation, on ne réfléchit plus à tout ça, on ne réfléchit plus au sens collectif, on a individualisé la pénibilité aussi, c'est individuel la pénibilité. Ah d'accord, très bien, on individualise l'évaluation, on va juger chaque individu en le comparant à l'autre, bien sûr. Avant, c'était collectif tout ça, terminé, on individualise tout. Donc du coup, les stratégies défensives pour se protéger, pour survivre dans cette jungle, elles sont aussi individuelles. Et donc du coup, être un salaud vis-à-vis de son collègue,
ça devient naturel, quoi, normal, banal. Parce qu'il faut survivre dans cette jungle. Donc faire un croche-patte à son collègue, écraser son subalterne, ça devient ça la norme. On a inversé le sens moral. Avant, il y avait des stratégies collectives de défense. Les travailleurs, ils étaient en souffrance physique, oui, beaucoup. Hein. C'était pas facile de bosser, hein, depuis très longtemps. Mais sauf qu'on y allait ensemble, quoi. Il n'y avait pas de gens qui se suicidaient. Les suicides, ça fait 20 ans que ça existe. Avant, quasiment jamais. Des suicides en rapport avec le travail. Il s'est passé un truc depuis 20 ans. Aujourd'hui, on estime, c'est ce que dit Christophe Dejour, environ 400 suicides par an, liés au travail. Et encore, c'est une estimation à la louche. Il y en a certainement beaucoup plus parce qu'il n'y a aucune statistique officielle. La France refuse de faire une recherche poussée là-dessus. Là oui, il faudrait changer tous les modes de management, quoi. Il faudrait foutre Didier Lombard en tôle tout de suite. Hein. La banalité du mal. Et tout ça, c'est possible parce qu'il y a la stratégie de la peur. C'est parce que tellement on a peur de se faire démonter qu'on va faire tout ça. Bref. Moi, à l'issue de cette inspection qui m'a démoli, le syndicat, la CGT en l'occurrence, m'a conseillé de faire un contre-rapport et de l'envoyer par la voie hiérarchique. Alors, comment il dit Macron là que ça va ruisseler, hein, d'accord? Alors, moi, la voie hiérarchique, je me suis dit, je vais la faire ruisseler aussi, quoi. Donc, du coup, j'ai envoyé à la tête, c'est-à-dire au ministre, et puis par ruissellement, je me suis dit, ça va arriver jusqu'à l'inspecteur. Parce que quand on vous dit par la voie hiérarchique, en général, ça part d'en bas et ça remonte. Puis des fois, pouf, oh, mais ça remonte pas, merde. Donc, du coup, moi, j'ai fait ruisseler. Je suis un peu macronien, quoi. Juste là. Et du coup, 3 mois plus tard, il est venu, l'inspecteur. Il m'a réinspecté. Le même, hein. Alors, il est arrivé, bonjour. Il est allé avec son petit cartable, il est allé au fond de la classe et tout ça, il m'a inspecté. Et là, il m'a mis une note. Plus 7. Plus 7. J'avais gagné 1 point. Du pire prof de France et de Navarre, j'étais devenu le meilleur. En 3 mois, j'avais fait une remontée fulgurante quand même. Hein. Je veux dire, vous envoyez des mecs aussi bons que moi quand même en 3 mois. Oh, pas déconner. Ouais. Bon, j'avais résisté à un système de domination, en fait, parce que c'est un système de domination. J'avais laissé des plumes. Hein. Ça m'a vraiment, comme on dit chez nous, ça m'a cassé les pattes de derrière, sérieusement. Mais parce que voilà, je me suis fait aider, j'ai joué collectif, j'ai réussi à surmonter ça avec peine, et je crois que ça a laissé des traces quand même chez moi, ça ne peut pas faire autrement. Et mon pote Francis, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, oui, il dit des trucs, mon pote Francis. Mon pote Francis dit toujours, il est urgent de se remettre à penser, car l'absence de pensée ouvre la porte à un nouveau totalitarisme. Bon, du côté des rouges, c'est un plat révolte, parce que les rouges, ils n'y arrivent pas, quoi. Donc là, il y a Dix qui dit « Ouais, les gars, maintenant, c'est pas compliqué, hein. Quand on n'y arrive pas, il faut mettre les barbelés. C'est Verdun. La mec en face, il passe pas. On met la tronche, les gaillards. Et vous savez où ça se gagne un match? Un match, ça se gagne devant, avec les gros. Et donc, la mêlée, quoi. Vous connaissez la mêlée au rugby? La mêlée, c'est la phase de jeu la plus magnifique, en réalité, dans le rugby. On s'en rend pas compte comme ça. Parce qu'il y a 8 mecs qui vont se mettre face à 8 autres mecs comme ça. Mais les 8 gars, là, ils sont tous différents. Il y a des grands, il y a des plus petits, il y a des gros, il y a des moins gros, il y a des musclés, il y a des bedonnants, il y a des chauves, il y a des barbus, il y a des chauves et barbus, il y a des anciens, il y a des jeunes. Mais sauf que là, au moment de la poussée en mêlée, quand ils arrivent à 8 comme ça, qui mettent la troche, et que l'arbitre dit c'est le moment de pousser, eh bien, ils poussent à 8 comme un seul. Ils donnent le coup d'oreille, tous ensemble. La mêlée, c'est la quintessence du collectif. C'est là que c'est de la belle ouvrage, la mêlée. Parce que là, les 8, ils sont tous ensemble. Bon, moi, j'ai jamais poussé, hein, mais... Non, parce que je suis plus intelligent, j'ai exceptionné le ballon. Bon, quand j'étais jeune, moi aussi,
mon pote Francis disait toujours résister, c'est créer. Hein, alors du coup, ouais, résister, c'est créer. Bon, il n'y a pas que Francis qui a dit ça, mais il l'a dit. Et donc, moi, quand j'étais jeune, du coup, j'ai voulu être créatif. Alors, à l'époque, quand on a 20 ans, pour être créatif, on nous a envoyé au service militaire. C'était pour être créatif. Alors moi, comme je faisais des études, je ne voulais pas y aller, moi. Et donc j'ai tout fait pour reporter l'échéance. Alors, et donc j'ai dû faire une préparation militaire. Préparation militaire terre, de l'armée de terre. Et là, je me suis trouvé avec des militaires de carrière quoi, qui nous encadraient. Et on avait le caporal-chef. Oui, bon, vous avez jamais remarqué qu'ils ne savent pas compter les militaires? Non, 1, 2, ils ne savent pas. Ils font ces bruits comme ça. Alors bon, le caporal-chef, il marchait toujours comme ça parce qu'il avait des muscles là. Ah ouais, donc c'est vrai, le mec, il était tellement musclé qu'il ne pouvait pas mettre les bras le long du corps. Il était taillé en V, le gars. J'avais jamais vu un mec taillé en V comme ça. Une force de la nature, c'était une bestiace, quoi. Il devait faire 2,50 m de haut, enfin un truc. C'était un monstre. Non, mais c'était vraiment, c'était un monstre. Il était champion de close combat France. Michel est militaire. Champion de close combat, c'est-à-dire c'était un tueur, quoi. Enfin, un vrai, hein. C'était un tahitien. Il faisait peur à tout le monde, quoi. Hein. Et là, ce jour-là, il nous dit oh, le petit gars, tenue de camouflage, 30 minutes. Alors, je traduis qu'il fallait aller dans la nature, parce que j'ai fait mes 15 jours là, de préparation militaire en été, c'était super dur, pendant les vacances d'été, sur le plateau de Caylus, dans le Tarn-et-Garonne. Donc c'était hostile, quoi, hein, dans une nature hostile. Et donc là, il nous envoyait nous grimer le visage de noir et tout ça, du charbon, et puis mettre des branchages sur la salade du casque. Donc moi, je suis allé, c'était un été, il y avait la nature, quoi. Hein, et donc, alors moi, j'ai toujours aimé les fleurs. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'allais chez ma grand-mère dans le Jura et elle avait un beau jardin avec plein de fleurs et donc je ramassais tous les matins des fleurs, un bouquet de fleurs. Et puis là, je sais pas, j'étais un peu d'humour, d'humeur champêtre et ma foi, on a vu les demi-heures, donc je suis allé chercher quelques fleurs, des champs. Le plateau de Caylus, c'est joli hein, en été. Et il n'y pousse pas que des militaires, il y a aussi beaucoup de fleurs. Et donc je m'étais aussi grimé le visage de signes, vous savez, un peu peace and love et tout ça. Ça me plaisait. Je voulais faire plaisir, vous voyez, quelque part. Alors si vous voulez, le militaire, chez les militaires, chez les militaires, quand on est au garde à vous, en général, ils nous placent du plus grand au plus petit. Alors ça vous a pas échappé, je suis plutôt parti des plus petits. Et donc le caporal-chef, il va à l'inspection, tu vois, une fois que tous les mecs, tous les troufions, pour voir s'ils sont tenus de camouflage, quoi. Hein. Donc il est arrivé comme ça, tu vois, il observe, ça. Oh mais c'est quoi ça? On n'est pas des pédés! Citation, hein. Excusez-moi, ça n'est pas un propos homophobe de ma part, hein. C'est une citation. Alors moi j'étais au garde à vous, ouais. Mais chef, dans la nature, il y a des fleurs, quoi. Et puis, chef, il faut rester proche de ses idées. Bon, j'ai pas été fusillé, on n'était pas en temps de guerre. Tout allait bien, c'était une préparation militaire, donc on n'était pas vraiment des vrais troufions, donc ils m'ont pas foutu au trou non plus. Mais bon, là aussi, j'avais tenté de résister à notre système de domination, un peu pour rigoler, quoi. Et ce qui était bizarre, c'est que tous les autres jeunes, comme moi, ils avaient vraiment suivi à la lettre des consignes, quoi. Ils avaient vraiment des branchages, tout ça. On aurait dit les légionnaires de chez Astérix, vous voyez, pareil. Ouais, j'ai mis un peu de couleur, quoi.
Bon, vous allez me dire, mais pourquoi il nous raconte ça dans une conférence gesticulée sur le travail? Vous êtes vraiment en droit de vous poser cette question. Hein. Eh bien, c'est pas par hasard. C'est parce que je fais référence à Danielle Linhart, aussi sociologue du travail, dans son dernier bouquin. Elle raconte que un jour, elle reçoit une convocation, une invitation pour un séminaire sur le management. Elle se dit, tiens, ils se sont trompés, mais je vais y aller quand même. Donc elle y va, et quand elle arrive à la tribune, eh bien, il y a des militaires, des hauts gradés, quoi, des généraux ou amiral, enfin, je sais pas, de ces gens-là, quoi, avec toutes les barrettes, les machins, vous savez, tous les trucs qui pèsent sur un peu. Et ces militaires-là expliquent le management militaire, quoi. Et ils expliquent, et il y a tous les managers qui applaudissent, qui sont super contents, et ils expliquent comment on fait marcher au pas les hommes, quoi, hein, comment on les fait obéir. Et tous les managers, ils sont là, ils applaudissent, ils sont contents. Parce qu'en fait, il y a un vrai cousinage entre le management militaire et le management civil, hein, dans les entreprises. Et d'ailleurs, ça date pas d'hier, ça date du XVIIe siècle, quand les premières fabriques commencent à fleurir en Europe. Les gardes-chours, vous savez, là, les mecs qui font bosser les ouvriers, qui sont des feignants et des alcooliques par nature, eh bien, on allait chercher des anciens militaires pour faire marcher au pas les ouvriers dans les fabriques. Donc finalement, cette histoire-là, on se rend compte que le management tel qu'il est pensé aujourd'hui, il est pensé sous une forme militaire. Voilà, c'était pour ça. Ah oui, et là, la révolte des rouges, elle commence à s'amplifier, ils n'en peuvent plus, ils se heurtent à la défense des bleus, ils essayent une nouvelle percée, ça ne marche pas, et puis tout d'un coup, les bleus, ils sortent une nouvelle tactique. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette, laquelle? RPS. Ah, mais c'est dégueulasse, ça fait un peu RPS. Ça fait pas RPS. RPS, merci, tu peux arrêter. Ah oui, RPS. Vous savez, c'est un truc, quand c'est arrivé en 2000, cette histoire-là, on s'est dit, mais c'est quoi? C'est une maladie honteuse. Ça a l'air dégueulasse comme truc. RPS, c'est peut-être une maladie contagieuse. Parce qu'il paraît que quand on travaille, on chope des RPS. Ah oui, c'est une maladie terrible, quoi. Quand on rentre dans une entreprise, on peut attraper des RPS. Alors même chez les fonctionnaires, on chope des RPS. Hein. Ah oui. Ah, attendez, dans les associations, on chope des RPS. Des fois dans les syndicats, on chope des RPS, dis donc. Ah non, mais c'est dingue, quoi. Hein. Alors je ne dis pas, les entreprises privées, comme tu manges de la RPS. Non, je vous dis, moi, quand vous allez aller au boulot, il va falloir que vous laviez les mains. Hein. Ben oui, parce qu'autrement, ça va devenir une véritable pandémie. Et là, c'est pas la pétoche? Parce que, moi, je sais pas vous, hein, mais moi, quand je dis le mot pandémie, là, devant moi, j'ai l'impression d'avoir Roselyne Bachelot. Vous savez, la ministre des pharmacies, l'ancienne ministre des pharmacies qui nous a vendu tous ces vaccins en stock, là, hein, celle qui a fait la réforme de l'hôpital public pour l'orienter de plus en plus vers l'hôpital privé. Vous savez, la T2A, etc. Oui, il paraît qu'elle fait la star à la télé. Parce que les RPS, il ne faut pas se tromper. C'est effectivement un piège, les RPS. C'est une manière de dépolitiser la question du travail, de scientifiser, comme vous voulez, la question du travail, d'en faire une approche toxicologique, quoi. Et d'éloigner complètement toutes les questions liées à la conflictualité sociale. Bon, pour que vous compreniez bien, je vais faire appel à un spécialiste des risques psychosociaux. Il va vous expliquer avec son PowerPoint. Alors bon, comme il est manuel, je suis obligé d'enlever voilà, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Bon, c'est un spécialiste, un éminent spécialiste en risques psychosociaux. Je pense que vous allez mieux comprendre de ce dont il s'agit. Voilà. Hop. Ah oui, alors là, c'est juste une vengeance personnelle. Parce que quand j'étais à l'école, j'étais super nul en maths, et tous les profs de maths, ils ont toujours porté des blouses comme ça. Donc je me suis dit, tiens, pour faire le spécialiste en risques psychosociaux, je vais lui foutre une blouse de prof de maths. Bien fait.
Oui, bonjour messieurs, dames. Alors, Robert Truchy de Truchy Corporate, spécialiste en risques psychosociaux. Bon, je vais vous expliquer très simplement ce que sont les risques psychosociaux à partir d'éléments mathématiques. C'est bon, vous êtes fort en mathématiques? Vous savez, depuis que vous avez un nouveau président très fort en mathématiques complexes, qui a une pensée complexe, le président Macron, je parle bien sûr, qui nous fait des mathématiques floues. Oui, parce qu'il nous a inventé une nouvelle formule, plus de licenciements égale plus d'embauches. Vous la connaissez cette formule? Voilà. C'est des mathématiques floues de Macron. Donc j'ai décidé de m'adapter à cette nouvelle forme de mathématiques, d'autant plus qu'on a un député avec des allures un peu étranges, proche de Macron. Donc voilà, je fais ça. Et donc on va faire des maths, et on va faire une formule. Les risques, c'est pas compliqué, la notion de risque elle est simple. C'est une formule simple, c'est R égale A multiplié par V. Oui, je sais, il faut avoir fait des études. R égale A multiplié par V, R étant le risque, A c'est l'aléa. Ne baillez pas, madame, vous allez vous donner l'impression que vous faites chier dans cette conférence, mais c'est quoi ça enfin? Donc A c'est l'aléa, et un aléa, c'est quoi un aléa? Eh bien c'est par exemple un volcan. Voilà, je vais mettre un petit volcan. Ça c'est un aléa, un volcan. Vous êtes d'accord? Un tremblement de terre, c'est un aléa. Un tsunami, c'est un aléa. Tremblement de terre, un tsunami, enfin voilà, tout ça, ce sont des aléas. On peut rien y faire. Vous êtes d'accord? Mais par contre, V, c'est la vulnérabilité. C'est toutes les activités humaines, les hommes, une entreprise par exemple. Et là, effectivement, on peut faire des choses, on peut faire bouger, on peut travailler sur la vulnérabilité. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est cette équation qui nous vient de la géographie, R égale A multiplié par V. Voilà. Donc là, quand on a un volcan, on a ce genre d'équation, R égale A+, parce que oui, il y a un volcan quand même, l'aléa il est super important, multiplié par V-, V- parce que la vulnérabilité, il n'y a personne, donc on s'en fout qu'il y a un volcan. Ça va tomber sur la gueule des personnes, donc voilà, on s'en fout. D'accord? Mais si jamais, dans notre équation, eh bien, sous le volcan, on a un match de rugby, par hasard. Alors là c'est... Pardon? Combien ça? Donc l'équation, ça devient quoi? R égale A plus fois V plus, mais évidemment, on voit bien qu'il y en a qui sont bons. Donc là, effectivement, d'accord, voilà. Ça craint, d'accord? Bon, ben, eh bien, vous avez compris, pour les risques psychosociaux, c'est pareil. C'est pas plus compliqué. On va appliquer l'aléa, c'est l'organisation du travail, et la vulnérabilité, c'est human factor. Human factor, vous connaissez. Voilà. Donc, pour réduire les risques psychosociaux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on appuie sur un levier ou sur l'autre, pardi, pour faire réduire les risques psychosociaux. Donc, on va voir, c'est quoi l'organisation du travail? Vous allez voir, c'est pas simple. Oui, parce qu'il faut savoir de quoi on parle quand même. Alors, l'organisation du travail, il est bien mon PowerPoint, avoué quand même. Bon, vous pouvez aussi dire, ça fait pas de mal d'être Wow. Voilà, c'est bien. Donc l'organisation du travail, eh bien, on a d'abord des objectifs, d'accord? Voilà, on a des cadences, dans l'organisation du travail, bien sûr. On a aussi une division du travail, entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent, classiquement, bien sûr. On a aussi un management dans l'organisation du travail. Bien sûr, ça marche comme ça. De l'évaluation individuelle des performances. Bon. Un petit peu de compétences aussi, ça fait pas